la plupart des chefs d'entreprise qu'on dit être successful, qui vous dit je bosse 100 heures par semaine, ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable et surtout ce n'est pas la réalité. Je me souviens, j'ai dit ok, très bien, est-ce qu'il serait possible de pouvoir, je sais pas, faire quelque chose avec un EEG. Et là, je vois qu'il y a une personne aux États-Unis qui a pu piloter un F-16 alors qu'elle est tétraplégique par la pensée. La motivation, c'est génial au début, mais ça ne te permettra pas de perdurer. Il faut être inspiré. Salut Athénaïs, Salut Emma. je suis trop contente de te recevoir dans le podcast étudiant entrepreneur. Athénaïs, tu as 27 ans, tu as commencé à entreprendre alors que tu étais encore étudiante. Oui, Tu as un parcours assez atypique, tu as commencé par des études de médecine, c'est ça. puis en fait tu as fait ingénieur, tu savais pas trop. Exactement, j'ai vite switché. Tu t'es lancée étudiante et moi ma première question c'est de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Je voulais être aventurière. Ok. Je voulais être aventurière et je voulais construire. J'étais dans le jardin, c'est vrai que je construisais avec des pierres, des bâtons, des choses. Et je partais à l'aventure comme ça. Donc, je voulais être aventurière, je voulais construire. Et surtout, je voulais avoir un impact, justement, pour le plus grand nombre. Donc ouais, l'aventure, ça va avec entrepreneuriat, je crois. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Je sais que tu as été assez touchée par ma demande parce que quand tu étais étudiante, tu as peut-être manqué de réponses ou des interrogations, tu avais besoin d'aide. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu as manqué et est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as voulu te lancer encore étudiante? Alors, c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a jamais travaillé j'allais dire, dans le monde de l'entreprise, quoi. Euh, donc on n'a pas encore les codes, on ne sait pas par où commencer, on sait pas comment fonctionne une entreprise, donc alors en bâtir une, encore moins. Donc la première chose que j'ai faite, ça a été vraiment de me tourner vers des écosystèmes locaux, comme par exemple la CCI, la BPI, mais également l'incubateur, moi qui m'a beaucoup accompagnée. J'ai été accompagnée par l'incubateur ITERA, ici à Compiègne, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ils répondent quand même à tes questions. Tu as toujours une part, tu vois, d'incertitude où tu te dis, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dois créer un produit? Est-ce que je dois trouver ma stratégie? Est-ce que je dois faire un BP? Est-ce que je dois trouver des cofondateurs? Par où je commence? Donc ça, c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Mais en même temps, on se dit, commence par le début, commence par ce qui te plaît. Et moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est de se dire, OK, quel est le problème? Comment est-ce que je peux y résoudre? Et j'ai tout de suite commencé par développer la tech, le produit, parce que c'est ce qui me faisait vraiment, c'est ce que j'adore, quoi. Alors toi, tu es du coup ingénieur, comment tu as fait pour développer ton produit justement? Tu as commencé comment? Alors, effectivement, tu l'as dit, je suis passée de médecine à ingé, et ça a été, tu vois, ça a été la rencontre des deux visions, c'est-à-dire de l'humain et de la machine qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait mettre beaucoup plus d'émotions, il fallait mettre beaucoup plus d'humain justement au cœur de ces machines, de ces nouvelles technologies. Et surtout, ça a été... j'ai fait une prépa ELEC Info avant de me spécialiser en ingénierie mécanique. Et à l'origine, le projet, c'était, je ne sais pas si tu as vu, c'était un casque audio. Le drone? Ouais, non, mais c'était un casque audio dans lequel j'avais miniaturisé un EEG. Donc un EEG, c'est un électroencéphalogramme, ça permet de capter ton activité cérébrale. Et ça me permettait en fait de voir les zones du cerveau qui en fait envoyaient des informations sur tes états psychocognitives. Et je me suis dit, il faut rendre ça accessible au grand public. Donc tu vois, tu as de l'électronique, tu as de l'informatique, euh, bon, tu as un petit peu de mécanique, et après, tu as la partie vraiment plus business, en se disant, mais c'est bien de faire du hardware, mais est-ce que ça va fonctionner le hardware? Est-ce que c'est une vraie demande? Donc, tu vois, très vite, j'ai pivoté, j'ai mis ça de côté, et je me suis focalisée vraiment sur nos algorithmes que j'avais développés, que j'avais codés, pour lancer ce projet-là, quoi. Ouais, j'avais entendu ton podcast où tu disais aussi que ça permettait de piloter un F-16 avec les... Ouais, mais complètement. En fait,
En fait, tu vois, quand tu passes de médecine à ingé, tu as une passerelle qui s'appelle Pass Ingé et on te met tout de suite les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on te dit: «Tu vas coder et tu vas faire de l'électronique» au travers de différents projets. Et je me souviens, j'ai dit: «OK, très bien, est-ce qu'il serait possible de pouvoir, je sais pas, faire quelque chose avec un EEG?» Je savais pas quoi. Donc je fais de la recherche, et de l'état de l'art et là, je vois qu'il y a une personne aux États-Unis qui a pu piloter un F-16, avec un alors qu'elle est tétraplégique, par la pensée. Je me dis: «Mais c'est génial, Waouh! je vais essayer au moins de faire un petit pilote, un petit drone comme ça, tester et voir si on peut le gérer par la pensée. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Ça a été un projet sur 6 mois d'études, d'arriver à un pilote par la pensée. Tu fais rêver des gens, les autres étudiants qui sont aventuriers, ils doivent se dire: «Ah, je veux faire pareil». Mais, moi je me dis, si j'ai envie d'essayer de me lancer sur un produit comme ça, heu, comment, vers qui, il faut que j'aille, tu vois? Est-ce que toi tu étais dans un labo? Comment tu as déployé ça? Est-ce que tu as eu besoin d'argent? Alors, dans un premier temps, il faut vraiment voir ce que vous voulez. Par exemple, si je reste vraiment focalisée sur l'aspect tech, euh, ce que l'on veut développer, les ressources nécessaires. C'est vrai que moi, j'ai tout de suite tapé à la porte de mes enseignants-chercheurs au début en leur disant, bon ben voilà, j'ai ce projet-là, comment est-ce que je peux faire pour l'amener à telle étape. Et en fait, avec beaucoup de bienveillance, on a avancé sur certaines briques du projet. Donc ça, les ressources, j'allais dire techniques, scientifiques, tu les trouves au sein de ton université tout autour de toi. Il faut aller voir justement les laborantins, il faut aller voir les enseignants-chercheurs, toutes les personnes qui travaillent dans les labos de recherche et leur demander voilà, comment est-ce que je peux lever tel verrou. Le deuxième point, c'est effectivement aller chercher de l'argent pour acheter le matériel ou d'autres ressources, l'accès à des logiciels qui sont nécessaires. Là-dessus, tu as des aides. Moi, par exemple, j'ai été aidée par la fondation de l'UTC. Qui m'avait donné une subvention de 10 000 euros, ce qui m'a permis de finaliser mon prototype. Donc, tu as des aides quand même au sein des universités pour aller chercher justement euh, des, euh, des moyens, D'accord. des ressources. Ça, c'est un premier point. Et après, tu as également parfois des aides de la région. Je sais que nous, dans les Hauts-de-France, on a des aides de 2 000 à 3 000 euros qui nous ont permis effectivement d'acheter aussi du matériel. Donc, D'accord. Et à l'UTC, c'était un prix que tu avais gagné ou c'est en faisant ta demande et en présentant ton projet ou tu avais piqué? C'est un prix. Ici, c'est un prix. Mais D'accord, effectivement, vous avez un autre moyen d'avoir des ressources, notamment financières, c'est de postuler à des appels à projets ou à des petits concours comme ça. d'accord. Généralement, c'est entre 3 et 5 000 euros, mais ça permet d'acheter le matériel Oui, nécessaire, quoi. OK. Je te disais en intro, j'ai lu le livre, Les athlètes de l'innovation. Oui, Dans ce livre, du coup, tu expliques que ta première démarche a été de vérifier ton idée d'un point de vue technique et scientifique. Ensuite, tu as sondé le marché, tu as contacté des industriels et c'est au moment où il a fallu signer, tu as dû créer une structure juridique. Du coup, je voulais exactement. savoir quelles ont été les étapes clés pour entreprendre sur un projet si technique que le tien. Comment tu as fait, du coup, aller voir les industriels, l'étape vraiment qui t'a permis de passer un step, quoi. Euh, Tu sais, quand on ne sait pas, on y va, en fait. C'est souvent ça, et tu te mets pas vraiment de, de barrière. Je m'explique. La première, ma première crainte, ça a été de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que techniquement et scientifiquement, c'est faisable? Parce que, tu vois, ça relève un peu de la science-fiction. C'est bien de voir ce qui se passe dans les films, mais aujourd'hui, est-ce qu'avec les moyens qu'on a, on peut réaliser? Première étape, oui. Du moment où j'ai eu ce oui, je me suis dit, allez, il y a quelque chose d'intéressant à faire là, à ce moment-là. Donc, deuxième étape, c'est tout de suite, très bien, qu'est-ce que tu veux faire de ce produit? Il va falloir le commercialiser. Donc, il faut aller voir en fait si tu as une véritable demande du marché, parce que développer un produit qui derrière, in fine, ne sera pas utilisé, ça n'a pas de sens ici. Donc, j'ai tout de suite contacté, en fait, c'était ces fabricants d'audio, donc Sennheiser, Bang Olufsen et ainsi de suite. J'ai juste envoyé des mails, ils ont répondu, on a échangé, puis ça s'est fait assez naturellement, en fait. Donc, D'accord. très accessible. Il y a une appétence, et effectivement, au moment où il faut signer pour aller un peu plus loin, que ce soit des NDA,
des POC ensemble, vraiment rentrer dans un aspect ou une démarche plus commerciale, il a fallu créer, et c'est à ce moment-là que j'ai créé et que j'ai été accompagnée par la BPI à ce moment-là. Tu les as démarchés en ayant ciblé de quoi ils avaient besoin ou c'est plutôt tu leur as dit ce que tu faisais et voir avec eux ce que vous pouviez faire ensemble? Alors j'avais lu et identifié leurs besoins au préalable. Tu sais, une D'accord. société, notamment quand tu vas viser des ETI, ils ont plusieurs départements. Dans ces départements, il y a plusieurs sous-départements, plusieurs pôles, plusieurs personnes. Donc, il va falloir targeter, viser la bonne personne à ce moment-là. Donc, j'avais identifié leurs besoins. Je savais les personnes que je devais contacter. Maintenant, il fallait juste trouver, entre guillemets, leur email. Mmh. Donc, voilà, après, ça s'est fait OK. assez naturellement. Ouais, carrément. J'aime beaucoup aussi parce que tu fais souvent des comparaisons, sportifs. Oui, Tu fais beaucoup de sport oui. et sur le travail, le fait de toujours aller plus loin, est-ce que toi tu te fixes des limites ou il faut toujours que tu ailles plus loin? Alors, il n'y a pas de limite. Il y a aucune limite. Il y a quelle est notre ambition et comment on va pouvoir l'atteindre le plus rapidement possible. J'ai vraiment cette notion de temps en tête ici. Et le fait d'avoir fait du sport permet justement de conditionner son cerveau et d'être beaucoup plus résilient face à l'adversité que d'autres entrepreneurs. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que justement, il y a un fort parallélisme entre l'athlète et le chef d'entreprise parce qu'il faut être hyper réactif. Il ne faut pas être hyper, mais vraiment hyper réactif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en réalité quand tu es chef d'entreprise. Par contre, il faut que tu prennes une décision avec déjà rapidement. Il faut que tu prennes une décision de façon on va dire, la plus raisonnée qui soit par moment, tu vois. Généralement, on parle de risque quand tu es chef d'entreprise. En réalité, un risque, quand tu l'as identifié, quand tu l'as mesuré, quand tu l'as quantifié, ça devient plus un risque, tu vois. Ça devient une simple statistique. Donc, en fonction de ça, tu peux prendre des décisions. Donc, c'est pareil pour les sportifs. Pour les sportifs, faut pas. Tu sais, quand tu es dans de la compétition, tu analyses, tu vis le moment. Attention, c'est plein d'émotions, hein, tu vis le moment, mais tu sais ce que tu as à faire et tu sais que tu peux gérer la pression et tu sais que tu peux y aller et tu sais que tu peux repousser justement, j'allais dire, tes limites et ce dont tu es capable pour aller chercher quelque chose d'encore plus grand derrière, quoi. Avant de passer, du coup à la boîte à outils de l'étudiant, entrepreneur, je voudrais juste que tu nous dises, ton plus beau succès et ton plus, gros échec. Tu peux commencer par l'échec peut-être et après ta fierté quoi, dans Le plus l'aventure en gros cours. échec. Il y a plein de petits échecs. Je ne sais pas s'il y a un seul gros échec. Euh, Tu peux en Si le citer gros 10. échec, c'est peut-être, tu vois, ouais, de ne pas avoir peut-être mieux communiqué dès le début sur ce que l'on faisait pour créer une vraie communauté. Ça, je trouve que c'est dommage. Et le plus gros succès, c'est vraiment ben, le fait qu'on se soit développé assez rapidement et qu'on ait pu mettre au point un tel produit, une telle technologie. OK, merci. Du coup, si on passe à la boîte à outils, première question, quels sont les avantages pour toi de se lancer en étant étudiant? Ah, alors c'est génial parce qu'on a beaucoup moins de freins qu'un salarié. Euh, quand on passe d'étudiant directement j'allais dire, à chef d'entreprise, à entrepreneur, on fonce, on trouve des raccourcis. Je trouve qu'un salarié ne prendrait pas ou n'oserait pas prendre, justement. Euh, oui, ça nous permet vraiment d'avoir une vision. C'est une vision qui est complètement neuve, complètement naïve, et ça nous permet de faire et d'accomplir, je trouve, de très grands projets derrière, in fine. Ma deuxième question, c'est un peu par rapport aux limites, la question que je t'ai posée juste avant. C'est comment savoir en fait quand est-ce que le travail est fini? Un étudiant qui veut faire avancer son projet à côté de ses études, à côté même parfois de son alternance, comment il peut se fixer des étapes et comment savoir si une tâche est finie? Alors, une tâche n'est jamais terminée. Notamment en deep tech, qui est le secteur dans lequel je suis, une tâche n'est jamais véritablement terminée. C'est à nous, justement, de délimiter en tant que chef d'entreprise
quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle se termine. Et il faut vraiment délimiter ce cadre et s'y tenir, parce que sinon, si on ne le fait pas dès le début, on peut vite partir dans des dérives et ça peut être, j'allais dire, dangereux justement pour l'exécution du projet. Donc c'est à nous et seulement nous de définir justement la date de fin de cette étape-là. En se disant, bon ben voilà, quel est l'objectif principal, quelles sont les ressources nécessaires, combien de temps à peu près j'aurai atteint cet objectif, et tu te fixes toi-même cette deadline. Ça, c'est important. Ça émanera jamais de l'extérieur. Ça, faut le comprendre. Il n'y a pas une recette déjà prédéfinie en se disant, je ne sais pas, la constitution d'un POC, ça prend 3 mois. En réalité, un POC, selon comment tu le détermines, ça peut te prendre une journée, comme ça peut te prendre 6 ans, quoi. Donc, Mmh. Mmh. cette Ça fait notion sens. de temps, justement, elle est relative à chaque individu. Mmh. Entreprendre, c'est long, surtout toi dans la tech, dans la deep tech. Comment un étudiant ou une étudiante peut garder sa motivation? En étant inspirant et inspiré. Euh, Tu vois, la motivation, tu l'as bien dit. La motivation, c'est génial au début, mais ça ne te permettra pas de perdurer. Il faut être inspiré par des personnes, par des concepts, par des événements, et c'est ce qui te permettra justement, en étant inspiré, d'être inspirant et de perdurer et justement d'accomplir la vision que tu souhaites accomplir pour ton projet. Quelles sont tes inspirations du coup? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire ou quelque chose? Euh, Ce qui m'inspire, alors c'est pas des personnes, c'est plus des événements que je peux vivre dans ma vie en général du quotidien, moi, qui m'inspire. Euh, c'est plus ça. Après, s'il y a, j'allais dire, une personne véritablement qui m'inspire, bon, c'est un peintre et c'est Raffaello, le peintre euh, italien. Donc pourquoi? Juste rapidement, parce que moi je trouve ça absolument, absolument génial, c'est que quand on le compare à Michel-Ange, on voit la finesse justement, par exemple, des traits, des expressions faciales. Il arrive à transmettre une émotion qui est forte sans être dans l'exagération, tu vois. Et ça, je trouve ça d'une puissance. Donc il a une maîtrise de son art. C'est pas qu'il est expert, vraiment il maîtrise son art. C'est juste inouï. Donc oui, c'est une personne qui m'inspire. Comment, avec cette notion de juste nécessaire, on peut avoir un impact énorme sans être dans l'excès, quoi. Ah, c'est hyper intéressant que tu aies une source d'inspiration qui soit un art et pas une personne ou je sais pas, un Oui, produit. Et ça change et c'est vrai que faut essayer de se détacher de tout ça. Quand je te parle de motivation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en fait voient tout ce qu'il y a sur les réseaux et se disent si je bosse pas 12 heures par jour, je vais pas y arriver. Donc non, c'est une question surtout vraiment pas. importante. Mais surtout pas. Je le faisais en médecine. Euh, la plupart, je vous le dis, hein, la plupart des chefs d'entreprise qu'on dit être successful, qui vous disent je bosse 100 heures par semaine, pour l'avoir véritablement fait sur 2 ans, c'est-à-dire samedi, dimanche inclus, et ça les gens ne le savent pas, ils se disent que ça se termine vendredi soir. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable, et surtout, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a l'image que l'on projette et la réalité. Je vous donne le cas, par exemple, de Elon Musk. Quand il dit je travaille plus de 100 heures par semaine, on sait très bien que c'est faux. Il y a des journalistes qui l'ont démontré, qui suivaient par exemple son yacht pendant plus de 7 semaines. 7 semaines dans l'année, c'est juste pour l'un de ces yachts. On sait très bien qu'on ne peut pas gérer SpaceX, on ne peut pas gérer Tesla, on ne peut pas être DG de plusieurs sociétés, créer une nouvelle société en travaillant soi-disant plus de 100 heures, plus de 100 heures par semaine. Ça, on le sait, c'est prouvé, c'est démontré. Maintenant, il faut travailler en bonne intelligence, il faut savoir déléguer, il faut être efficace, voire efficient. Pas besoin de faire 100 heures. Si tu peux le faire en 2 heures dans une journée, si tu peux faire ta journée en 2 heures, fais-la en 2 heures. Mais tu n'as pas besoin de dire je reste devant mon bureau parce que je dois rester. Il faut avoir du bon sens et se dire quelle est la priorité, comment je peux améliorer mes compétences et qui peut m'aider sur le sujet, quoi. Exactement. Euh,
Tu parles beaucoup de ton entourage. Du coup, quels sont tes conseils pour bien s'entourer quand on entreprend? Oh, hem, mais c'est vrai parce que j'ai eu le soutien, et j'ai le soutien indéfectible de ma famille, de mes parents, de ma sœur, heu, même de ma famille au sens large, que ce soit cousin, cousine, sur le projet. Heu, Ce qui n'est pas le cas, de tous les entrepreneurs, là-dessus. Donc c'est-à-dire inclure sa famille dans son projet entrepreneurial, c'est important dès le début. Leur parler de ses aspirations, de ses envies, de ses besoins et en réalité de les impliquer en leur disant: «Bon, ben, voilà, là, je vais rencontrer, je sais pas, la CCI au début, qu'est-ce que je dois dire? Si tu veux m'accompagner juste au rendez-vous pour la prise d'informations», c'est bien de les inclure quand même dans le processus pour qu'ils réalisent, en fait, toutes les démarches, la charge de travail que ça nécessite et que c'est pas juste un projet sur un coin de table. Ça, c'est un premier point et le deuxième point, c'est plus s'entourer d'un point de vue professionnel, là-dessus. Heu, Trouver les bonnes personnes, ça se fait aussi et notamment par le réseau. Être accompagné, être encadré. Moi, j'ai des mentors qui m'accompagnent vraiment sur, des verticales, des problématiques très spécifiques liées à l'entrepreneuriat et ça a pas de prix, quoi. Mmh. C'est des super conseils et au niveau, des amis, souvent, quand on est étudiant et qu'on veut entreprendre, on est un peu dans sa bulle, tout le monde ne comprend pas. Nous, on a envie de bosser, bosser, et à côté, il y a pas toujours les mêmes envies, les mêmes aspirations. Mmh. Donc ça, pareil, est-ce que par rapport aux amis, faut accepter d'être un peu isolé quelque temps, et ou comment garder l'équilibre, tu vois? Ouais, alors les amis, par exemple, moi, mes amis proches l'ont tout de suite, compris. Ils ont aussi cet état d'esprit. Ils sont pas du tout, dans l'entrepreneuriat. Heu, mais ils l'intègrent, ils le comprennent parfaitement et en réalité même enfin, quand je suis avec eux, on parle même pas de mon projet ni de leur vie professionnelle. On parle vraiment, tu vois, de notre vie, nos aspirations, nos ambitions, mais même personnelles, quoi. Donc ça fait du bien parce que tu es pas tout le temps dans le monde de l'entrepreneuriat à parler avec des amis entrepreneurs. Ça fait vraiment du bien d'avoir ton cercle aussi qui est, dans un autre univers, là-dessus et le deuxième point, c'est que tu es pas isolé en réalité. Justement, si ce sont des vrais amis, ils Mmh. comprendront, ils te challengeront, Mmh. ils t'aideront, tu vois, sur certaines étapes comme ils le peuvent, avec les moyens dont ils disposent, mais tu seras certainement pas isolé. Est-ce que tu peux nous faire une masterclass sur l'IA émotionnelle? Qu'est-ce que l'IA émotionnelle? Ouais. Alors, l'IA émotionnelle, vient, d'un domaine qui est l'informatique affective. C'est un raccourci quand on parle d'IA émotionnelle. C'est une IA qui va venir, comprendre, qui va venir interpréter, et qui va parfois même essayer de retranscrire, de mimer, un langage naturel humain. C'est-à-dire qu'on va venir capter, synthétiser, modéliser informatiquement, des états psychocognitives, des états émotionnels. Bien sûr, l'IA ne ressent pas une émotion, elle vient juste la modéliser informatiquement. Mmh. Trop clair, trop bien et je sais que c'est vraiment, ça te tient à cœur faire ça, de parler de l'émotion, de comprendre, la réaction des gens, de comprendre l'état émotionnel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important, pourquoi tu portes, Ondebo, autant, Ouais, pourquoi en fait tu as mis de la tech dans l'émotionnel? alors, j'ai mis de la tech dans l'émotion et j'ai mis de l'émotion surtout dans la tech, Ouais. parce que je vois qu'on s'éloigne de plus en plus avec nos sociétés actuelles de l'émotion, de ce qui fait qu'on est en fait des êtres humains sensibles. Et je vois qu'il y a des craintes de plus en plus, du grand public sur l'émanation de ces nouvelles, émergence de ces nouvelles technologies qui peuvent faire peur de prime abord, mais qui sont en réalité tout sauf intelligentes. On parle d'intelligence artificielle, mais quand tu codes ça, c'est tout sauf intelligent. Et je me suis dit, mais en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres sensibles? C'est l'émotion. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que notre vision soit basée sur de l'émotion et que la tech ne soit qu'un moyen justement de parvenir à la fin qui est de susciter plus d'émotions, plus, ouais, de sensibilité, d'expérience
émotionnelles, sensitives, mais également des expériences voilà, personnelles qui nous ressemblent au travers de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, tu as une véritable distance, tu as des IA qui sont désincarnées et ça crée une défiance vis-à-vis de l'utilisation de cette technologie-là, quoi. Et qu'est-ce que tu me dirais pour me rassurer si je te dis, mais si on peut tout voir avec la tech, tout calculer, voir l'état émotionnel, est-ce qu'on va pas être conditionné comme des robots et en fait on va tout pouvoir calculer depuis un ordi? Faut que tu me rassures là. Mais c'est mon but. En réalité, je veux justement gérer l'humanité. Contrôler. Non, non. euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est face, et ça c'est humain, quand on est face à de grandes évolutions, cette IA, notamment l'IA générative, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Mais les personnes l'aperçoivent due aux médias comme étant une grande révolution dans le domaine de l'IA. Et quand tu es face à ces grandes évolutions et ou révolutions, on se rend compte que l'humain réagit exactement de la même façon. Je m'explique. Première réaction, c'est bah, ça va jamais fonctionner. C'est pas possible, on rit, ça ne fonctionne pas. Par exemple, faire un EEG qui permet de gérer un F16, c'est pas possible de prime abord. Pourtant, ça C'est existe quoi un déjà. EG? Comment? C'est quoi un EG? Un électroencéphalogramme. Ok, excuse-moi. Un électroencéphalogramme, donc tu vois, c'est le projet sur lequel on était à l'origine. Donc ça, au début, on se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est réalisable. Et Hmm. la deuxième étape, c'est la peur. On ne connaît pas, on ne sait pas de quoi c'est capable. Il va y avoir des dérives, forcément. Donc, deuxième réaction, ça va être la peur. Avant de passer à cette troisième phase qui va être en réalité l'adoption massive de ces technologies. Je te prends le cas, par exemple, du vote des femmes. Le vote des femmes, c'est clair, hein. Tu vas au 19e siècle, c'était une hérésie qu'une femme, en réalité, puisse voter. On te disait, on riait, on disait, mais pourquoi une femme va voter? 20e siècle, attention, au début 20e siècle, ok, mais c'est peut-être dangereux de laisser du pouvoir à la femme, on aura moins de pouvoir, nous, en tant qu'hommes, et ainsi de suite, tu vois. Troisième phase, 21e siècle, va dire dans la rue que le vote d'une femme, le vote des femmes, c'est une hérésie ou ça fait peur. Tout le monde va dire, mais c'est rentré dans les mœurs, bien sûr, c'est une Hmm. évidence, tu ne peux pas laisser la moitié de la population mondiale Hmm. à côté. Donc tu vois, tu passes forcément par ces trois grandes phases quand on est dans l'inconnu, dans la méconnaissance. C'est même pas dans l'inconnu, c'est dans la méconnaissance auprès du grand public. Et on a un double enjeu, nous, d'acceptation, tu vois, de la technologie qui est important pour une adoption qui soit massive derrière, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'aime beaucoup la comparaison, c'est très clair. Je pense que tout le monde va bien comprendre et ça rassure. Et ça rassure. Je sais pas si Euh, ça rassure, mais en tout cas, c'est une phase. Il faut se dire, ça se c'est ok. comprend mieux. Exactement, mais c'est ok d'avoir des craintes, c'est ok Hmm. de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu, et forcément, on se dit, Hmm. oula, ça peut être dangereux, quoi. Bien Il sûr. peut y avoir des dérives, ce qui est le cas, hein. Il y a, de toute façon, quel que soit le produit, le projet même développé, on sait très bien qu'il y aura des dérives de la technologie, in fine. Ok, donc Hombo, c'est la nouvelle révolution dans les interactions homme-machine en ayant une nouvelle génération d'IA qui comprend tout ce qui est nuance du langage humain, mais également la dimension émotionnelle pour proposer des expériences qui soient plus intelligentes et surtout plus authentiques que jamais. Ça, c'est ce que l'on fait chez Hombo, une IA vraiment empathique et émotionnelle. Euh, pour les étudiants, l'objectif, ce serait vraiment déjà de voir ce qui les anime et de se lancer sans aucune concession, se lancer justement de façon complètement passionnée et passionnelle sur ce projet-là et de se laisser porter et surtout d'être bien entouré également par sa famille, mais également par des acteurs clés. Et ils pourront en trouver, et à commencer par des échanges avec leurs universités ou les communes dans lesquelles ils sont, quoi.